La première question que je voulais te poser, Damien, pour introduire un peu ce webinaire, c'est que je pense que souvent, il y a une chose que tu entends, toi qui vois souvent des clients, qui vois souvent des établissements de santé et qui parlent beaucoup de postes de travail et de Windows 10, c'est que les gens te donnent beaucoup de raisons de ne pas y aller sur Windows 10. C'est ça? Tout à fait. Aujourd'hui, il y a tout un ensemble de bloqueurs, aussi bien, je dirais, techniques que psychologiques, puisque aujourd'hui, nombre d'entre vous ont été confrontés il y a quelques années à la fameuse migration de Windows XP vers Windows 7 et qui s'est fait pour beaucoup, je pense, dans la douleur et dans la contrainte du fait du gros changement qu'amenait Windows 7 au niveau de la couche de sécurité amenée par l'OS et qui impliquait le fait que de nombreuses applications n'étaient plus compatibles sous Windows 7, donc il a fallu faire un travail de remédiation au niveau des applications assez colossal et souvent ça engendrait des projets très très longs et très très lourds. Parce qu'il faut rappeler aussi, Damien, je pense que les établissements de santé sont quand même des établissements avec beaucoup d'applications métiers. Je sais pas, je crois qu'on a la statistique, si on avance un petit peu, entre 100 et 150 applications différentes dans leur système d'information, ça me paraît quand même un gros chiffre. Euh, Gros oui et non. On va effectivement c'est un chiffre non négligeable, mais on retrouve ce chiffre fréquemment Dans les organisations? dans les différentes organisations. Moi de mémoire, le plus que j'ai vu, c'est dans une collectivité où ils en avaient 350. Ah oui. Donc là, effectivement, le travail d'inventaire et ainsi de suite des applications de contact des éditeurs était non neutre. Effectivement, ce point des applications est un gros point. Il y a, c'est pas le seul aujourd'hui. Aujourd'hui, la problématique, effectivement, c'est le rythme de migration du parc qui peut être fréquent et relativement lourd à gérer dans le cas d'un parc où on va avoir plusieurs milliers de machines. C'est des projets qui ne se font pas en un jour, c'est des projets qui mobilisent beaucoup de personnes. Et c'est des projets qui se planifient dans le temps, puisque souvent, quand on parle de migration de système d'exploitation, ça a un impact aussi sur l'achat et le renouvellement des PC. Mhm. Donc, c'est des choses qu'il faut anticiper au niveau budget. Et comme je le disais, ça impacte beaucoup la disponibilité des équipes IT qui sont souvent fortement mobilisées sur ces sujets-là. Donc c'est vraiment des choses. Des gros Après, points, ouais. des gros points. Et après, pour beaucoup aussi, c'est de se dire, ben, finalement, Windows 7 qui a été tellement décrié à sa sortie, ben, finalement, c'est bien en fait, pourquoi j'irais sur Oui, Windows ça marche 10? pas trop mal, pourquoi est-ce que je changerais en fait? Tout à fait. Et du coup, là, donc, ce que je retiens, c'est que tu me dis donc ce problème d'application et de compatibilité, qui est clairement la thématique du webinaire, la difficulté à avoir de la disponibilité dans les équipes, donc des ressources, que ce soit des ressources, des personnes qui ont du temps pour gérer des déploiements dont on a l'habitude qu'ils soient des gros déploiements, et puis aussi la ressource financière, le changement du matériel, puis ce produit qui est un peu nouveau, c'est sorti quand Windows 10? Ça fait maintenant quasiment 2 ans qu'il est sorti. Oui, donc pas si nouveau que ça. En fait, Non, on a des écueils et des retours d'expérience voilà. de pas mal de déploiements qui ont pu être faits maintenant. On verra plus loin dans le webinaire les différentes versions qui ont déjà existé de Windows 10, puisque je ne vais pas refaire l'histoire, mais Microsoft a annoncé Windows 10 comme étant le dernier Windows, donc il n'y aurait plus de Windows derrière, de Windows nouvelle version, et qu'en fait on se retrouve avec une évolution maintenant biannuelle des montées de Windows 10 pour poursuivre les évolutions. Ok, donc du coup, l'idée aujourd'hui, c'était d'avancer et que tu nous présentes, toi, comment tu vois un projet de modernisation du poste de travail en 2018, les étapes, les difficultés, comment on les surmonte, comment on les aborde. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation de Damien, posez-les sur le chat et puis moi je lui adresserai et puis on est parti. On est parti. Donc moderniser son parc de postes de travail en Windows 10. Bon, je ne vais pas vous faire tout le détail descriptif complet de la phase projet, mais c'était surtout pour vous illustrer ce graphique-là qui avait des étapes qui étaient très découpées, très connues, qui vous permettent de savoir où vous allez dans le cas d'un projet de migration Windows 10 et quelles sont les étapes importantes à avoir
Donc effectivement, il y a, si on prend par le début, il y a toute la partie test des composants d'infrastructure qui vont être nécessaires pour le déploiement de son Windows 10, la mise à niveau de ces composants qui seraient pas à jour, toute la partie test des applications critiques et non critiques, donc ça qui, même si sur le graphique n'est pas représenté sur une grande taille, peut être d'une taille plus ou moins importante en fonction de vos applications et des relations que vous avez avec les éditeurs de ces applications-là. Et après, derrière, on va faire une partie de support pour ce qu'on appelle les early adopters. C'est une nouvelle philosophie, en fait, c'est de se dire, maintenant, dans mon Windows 10, qui est un Windows 10 as a service, d'avoir un cycle de mise à jour, entre guillemets, continu, à un rythme que vous choisissez également, mais d'avoir en fait une partie de la population, alors souvent c'est la population IT, qui elle va installer les nouvelles versions de Windows 10 en avance de phase pour les prendre en main, pour tester rapidement les compatibilités applicatives et ainsi de suite. Derrière, dans un projet, eh ben, on a aussi une phase qui est importante, qui est toute la partie tournée vers les utilisateurs, donc qui est toute la partie préparation des contenus pour l'accompagnement au changement, la partie communication aussi, comment on va communiquer vers les utilisateurs pour leur expliquer qu'on va leur mettre à disposition un nouveau système d'exploitation sur leur poste de travail, ce que ça va leur amener au quotidien, et puis les différentes ressources qu'ils ont à leur disposition pour apprendre à maîtriser ce nouveau système d'exploitation. D'accord, donc en fait, de ce côté-là, sur le projet, on a à la fois des équipes IT qui font le projet, qui sont testeurs de la solution, qui accompagnent des utilisateurs finaux. Et puis je vois au milieu un gros cercle sur la gouvernance. C'est un point très important pour ce type de projet? Oui, c'est en fait la partie jaune, en fait, c'est le déploiement, c'est la phase de déploiement du projet en fait. Il va regrouper toutes les vagues de déploiement, puisqu'on va faire un déploiement qu'on appelle par vague. On ne va pas faire sur un parc de 4000 postes d'un coup mettre à jour les 4000 postes. D'accord, donc je ne peux pas me dire aujourd'hui j'ai personne en Windows 10, demain je les passe tous en Windows 10. Ça dépend de ce que tu appelles demain. Si c'est demain au bout de 4 jours ou si c'est demain au bout de 6 mois. D'accord, donc on va faire plutôt groupe par groupe. C'est ça, donc souvent on fait un pré-pilote, donc les early adopters qui sont souvent l'IT. Et puis derrière on essaye d'avoir dans le possible des utilisateurs qu'on va appeler des ambassadeurs. Donc des utilisateurs qui sont plutôt friands de nouveautés, de nouvelles technologies et qui sont prêts à tester. Ce qui fait que du coup on les met dans la vague suivante du pilote IT pour revalider une deuxième fois qu'on n'a pas de soucis et ainsi de suite, puisqu'on sait que ces ambassadeurs entre guillemets sont des gens qui seront un peu plus patients et tolérants. Oui, on cherche des curieux en fait. Voilà, et puis des gens qui ne sont pas sur des postes où il y a une criticité si le PC a un souci pendant une demi-heure. Et derrière, après, on va planifier des vagues de mise à jour en fonction des services, en fonction des localisations géographiques. Enfin, ça sera un travail interne à déployer pour aussi ne pas engorger le support en cas de problème. Si j'ai déployé une vague de 4000 postes et que j'ai un souci qui peut être passé à travers toutes les autres phases, eh ben, ça me permet, si j'ai découpé, d'avoir un support plus disponible. Si au lieu d'avoir fait 4000 d'un coup, j'ai fait 4 fois 1000 et réparti sur un mois à chaque fois, ça me permet d'absorber tout ça. Oui, voilà, d'avoir plus de disponibilité pour mes équipes. C'est ça. Et après, derrière, on recommence. Ok. Puisqu'en fait, c'est entre guillemets un cycle sans fin, puisque en théorie, une fois que j'ai fait tout ça, il y a déjà une nouvelle mise à jour qui est disponible pour les early adopters, en fait, que Microsoft appelle les insiders, qui sont là pour tester en avance de phase. Donc je peux déjà tester avant que la bulle soit mise à disposition au grand public. D'accord. Alors moi, comme tu me le vends là tout de suite, ça m'a l'air un peu effrayant ce cycle sans fin. Comment est-ce que tu me rassures sur ce point-là? En fait, c'est que, on le verra plus tard sur une jolie illustration, c'est que en fait, ce cycle sans fin, au final, si je le prends sur une durée de 5, 6, 10 ans, va me demander au final moins de travail que si je faisais des montées de version brusques en fait. Parce qu'effectivement là il y a une petite marche à monter pour enclencher Windows 10, mais une fois qu'on est enclenché dans Windows 10, on s'aperçoit que le cycle reste le même, mais les durées se raccourcissent énormément. D'accord. Écoute, je te propose qu'on avance et puis je verrai au moment donné les petites marches que j'ai à monter. Donc les enjeux de passer sur un poste Windows 10, donc c'est des enjeux que vous devez déjà avoir plus ou moins vus, donc c'était avoir une expérience digitale moderne et toujours à jour.
travailler plus vite et plus efficacement. Bon, après, c'est un peu lié à l'utilisateur aussi, hein, donc ça dépend de On l'utilisateur. va pas critiquer l'utilisateur en direct, Damien. Donc voilà, c'est d'augmenter la flexibilité des services et de fournir des environnements de travail à jour en continu. Et puis aussi avec une partie de retour, enfin d'économie financière et de réduction des coûts. Avec à terme dans l'idée de se dire je vais gérer mon poste de PC de la même manière que mon parc de smartphone. D'accord. Pour ceux qui géreraient leur parc de smartphone. Donc ça, ça ressemble un peu au graphique qu'on a eu juste avant, mais là vraiment orienté par contre sur la partie très technique, où on a toutes les phases d'activité technique, où on va faire toute la partie vérification de la compatibilité des applications, de l'Active Directory, du réseau, du packaging des applications, tout ce qui est partie fichiers utilisateurs et paramètres, la partie sécurité, comment je vais construire mon process de déploiement de l'OS, parce qu'on le verra tout à l'heure, il y a plusieurs méthodes, comment j'imbrique tout ça dans une partie de Windows as a Service, donc de delivery continu, et puis la partie communication et training. Donc là, on est sur un peu le même cycle, mais vraiment orienté sur la partie technique de comment je vais faire. Ok. Donc les chantiers adressés, eh ben, on va avoir toute une partie effectivement de solutions, donc la partie socle et sécurité, les données utilisateurs, puisque c'est vrai que c'est bien de mettre à jour le poste de travail d'utilisateur, mais si je peux éviter de lui perdre ses données en cours de route, c'est toujours intéressant. Mes infrastructures de gestion, ce que je vais remettre en cause ou modifier pour pouvoir déployer tout ça, et comment je vais industrialiser le déploiement pour gagner du temps. Donc après, toute la partie aussi applicative, comment je vais cartographier, comment je vais vérifier, comment je vais tester mes applications, la partie gestion du changement et la partie stratégie de déploiement. Est-ce que je vais déployer toutes les builds? Est-ce que je vais en faire une sur deux? Comment je m'organise à ce niveau-là? Donc ça, c'est vraiment quand je suis dans une logique de transformation de mon poste de travail, de le moderniser, de passer sur un Windows 10, de plus avoir de Windows 7. Je vais devoir aborder ces 4 piliers les uns après les autres ou en parallèle d'ailleurs. Oui, tout à fait. D'accord. Donc en parallèle et puis adresser tous ces points pour le faire de la bonne façon et pas me laisser submerger par le déploiement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le cadre d'un projet Windows 10, on change totalement la manière de faire de ce qu'on a connu jusqu'à présent, qui était toutes les X années, je fais une rupture globale et j'efface tout et je recommence en gros. Aujourd'hui, on est vraiment dans de l'évolution plus douce, avec je remets pas en cause entièrement l'ergonomie, ou c'est pas une nouvelle version, c'est vraiment des choses qui sont amenées au fur et à mesure dans le système d'exploitation pour évoluer. Ok. Ça, je vais vous le passer assez rapidement. C'est la nouvelle philosophie, effectivement, de voir Windows comme un service supplémentaire, un peu ce qu'on se connaît aujourd'hui pour des produits cloud type Office 365 ou la suite Adobe, qui sont des produits qui évoluent naturellement régulièrement. Oui, où il y a des mises à jour qui viennent toutes seules. Sans tout casser et tout refaire. Donc le fameux slide dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est le slide qui doit me rassurer normalement. C'est ça, tout à fait. Donc là, c'est aujourd'hui ou hier, c'était comment je faisais pour passer de je suis en bas en Windows XP et je dois aller tout en haut vers Windows 7 et il faut que je gravisse la montagne. Aujourd'hui, je suis en Windows 10 et en fait, je n'ai plus que des petites marches à monter régulièrement et j'ai plus de grosses escalades à faire. Et du coup, effectivement, même si on a l'impression que ça donne du travail permanent, cette somme de travail permanent est plus réduite que la masse de travail à un instant T que je devais donner pour faire un effort de migration complet. Ok, ça me rassure, ça marche. Une évolution technologique aussi qui est amenée dans ma partie justement de process d'évolution de Windows 10. Donc il y a toutes les nouveautés qui sont liées à côté de Windows 10, donc la partie Azure AD Connect Office 365 pour ceux qui feraient du 365. On verra que tout à l'heure qu'il y a aussi un alignement des planètes entre les montées de version Office 365 et Windows 10. La fameuse transition du Windows Update for Business, qui est une nouvelle manière pour vous, qui est mise à disposition par Microsoft pour piloter les mises à jour de sécurité ou de version qui auraient lieu sur Windows.
La fameuse fin du master qui est annoncée, même si on n'en est encore pas tout à fait là, c'est une nouvelle philosophie de déploiement et de se dire, bah, plutôt que de faire comme je faisais jusqu'à présent, quand je recevais mes machines, je les sortais du carton, j'avais travaillé sur un master que je déployais. Maintenant, avec les nouveaux outils qu'on a à notre disposition, c'est de se dire, bah, moi, mon PC, je le sors du carton, par contre, j'efface plus ce qu'il y a dedans, parce que de toute façon, il y a déjà un Windows 10. Mhm. Je le mets à jour dans la version Enterprise, j'enlève tous les logiciels qui auraient été préinstallé par mon fabricant, j'installe mes applications, je le mets dans mon domaine, je paramètre mes Wi-Fi, mes logos et ainsi de suite, et il est délivré directement à l'utilisateur. D'accord. Et donc c'est après derrière toute la partie de transition vers les nouvelles méthodes de packaging et ainsi de suite pour avoir aussi du delivery continu, ce qui me permet à la limite après derrière d'avoir une distribution quasiment des PC si je le souhaite directement à l'utilisateur sans qu'il repasse forcément par les locaux de l'IT. Ah, c'est possible ça? C'est possible avec les nouvelles méthodes De déploiement. de déploiement. Donc on presque peut il arriver sort de ça. la boîte et il atterrit En chez mon gros, collaborateur, quoi. je commande un PC, je le fais livrer directement à l'utilisateur et il le sort du carton. Quand il le connecte, automatiquement il se log avec son login, son mot de passe, ça le reconnaît et ça lui déroule tout le script d'installation. Ok. D'où l'intérêt effectivement de toujours cette partie d'adresser le poste de travail en mode agile qui est lié à ces nouvelles fonctionnalités qui viennent à l'origine du monde du développement, où je suis dans un développement continu de tests, d'installation, de mise à jour, de retest et ainsi de suite, avec au fur et à mesure la partie test et déploiement qui rétrécit puisqu'elle me demande moins de temps puisque je maîtrise plus le... Mais alors rassure-moi, il y a quand même des tests qui sont faits avant que les mises à jour soient délivrées. Bien sûr, c'est tout l'intérêt des insiders chez Microsoft qui sont là pour tester les systèmes d'exploitation avant qu'ils soient mis à disposition des utilisateurs. Donc quand la mise à jour passe, Aujourd'hui, elle est oui, éprouvée. alors après, l'actualité nous prouve que on peut toujours avoir un petit souci qui arrive de temps en temps, mais aujourd'hui, le Windows 10, avant d'être délivré aux entreprises, passe un certain nombre de cycles de tests, c'est-à-dire que une fois qu'une nouvelle version arrive en test, elle est testée par les équipes de développement Microsoft. Ensuite, elle est déployée en interne chez Microsoft, donc aux 220 000 collaborateurs de Microsoft. Derrière, elle passe chez les insiders, qui sont des volontaires, tout à chacun qui veut tester les nouveautés en avance de phase. Et une fois qu'une build passe tout ça, elle est verrouillée, elle est déployée au grand public. D'accord, donc ça fait déjà... Et une fois qu'elle a été déployée sur suffisamment de postes dans le monde, sur du grand public, elle est disponible pour l'entreprise. D'accord, donc oui, on est déjà quand même sur pas mal de phases De test. de test. Ouais. Donc effectivement, on en revient à ce qu'on disait, effectivement, la partie sur comment on organise le déploiement d'une nouvelle version. Donc il y a la partie veille technologique, où là effectivement on va être dans cette fameuse Windows Insider qui va permettre de tester les nouveautés en avance de phase. Une partie conception et test, où là, quand la version va être figée par Microsoft en disant c'est celle-là qu'on va déployer, on va pouvoir la tester en interne pour vérifier qu'en termes de matériel, en termes d'application, on n'aurait pas de surprise. Et puis après le déploiement et l'utilisation avant de réenchaîner sur une nouvelle version. Donc je parlais tout à l'heure de Windows 10 et des choix de déploiement. Aujourd'hui, quand on parle d'un choix de déploiement, on va avoir plusieurs méthodes possibles. Donc je ne vais pas les prendre dans l'ordre du slide, je vais les prendre dans l'ordre inverse du slide. En fait, je vais partir de droite et je vais aller vers la gauche. Donc on a le déploiement traditionnel qu'on connaît, qu'on appelle ça un master en fait. Donc je travaille sur un environnement maîtrisé avec les réglages que je veux sur le système d'exploitation, sur les applications que je veux mettre, ainsi de suite. J'en fais une image. Et quand les PC arrivent chez moi, je les branche, j'efface ce qu'il y a dessus et je mets mon image. Et ça, du coup, cette méthode de déploiement, est-ce que tu la rencontres souvent chez tes clients, les établissements de santé? C'est ce qu'on fait traditionnellement de partout. Historiquement, c'est la méthode de déploiement traditionnelle qu'on a toujours exécutée dans le monde, que ce soit dans le monde de la santé ou autre. Tout le monde fait du master aujourd'hui de l'imaging. D'accord. Aujourd'hui, il y a une autre solution, c'est de se dire, pour les postes qui sont matériellement compatibles vers une migration Windows 10, plutôt que d'effacer et qui sont déjà, par exemple, en Windows 7 ou en 8, pour les quelques
clients qui Tu auraient... étais assez courageux pour aller sur la version C'est 8. ça, tout à fait. Et on a la possibilité de faire une upgrade sur place en fait. Et c'est j'efface pas, je recommence, c'est qu'en fait je vais appliquer Windows 10 par-dessus mon Windows 7 et c'est Windows qui va faire le travail. En fait, en gros, il va faire si on rentre un peu dans le technique, quand je fais une upgrade sur place, il va faire une deuxième partition pour Windows 10. Ok. Il va installer Windows 10, il va récupérer toutes les applications qu'il peut récupérer De Windows 7. pour les réinstaller, les fichiers utilisateurs. Il va redémarrer sur Windows 10. S'il arrive à redémarrer correctement sans erreur, il efface Windows 7. D'accord, donc ça c'est intéressant. Et j'entends que tu parles déjà de récupération d'applications avec cette technique de Tout déploiement. à fait. Par contre, là, quand on le fait, si on n'a pas testé, ben, je le sais, c'est la surprise quand j'arrive sur Windows 10 de savoir ce qu'il a pu me récupérer. Ah, c'est on sait pas. Voilà, Peut-être. c'est ça. Parce que là, ouais. si je pars du principe où j'ai rien préparé. D'accord. Donc si j'ai préparé, je sais Ah, en mais ça on verra avance, après si on on verra prépare. après. Si j'ai préparé, je sais d'avance déjà celles qui seront récupérées sur Windows 10, celles qui ne le seront pas, celles qui n'ont pas été récupérées mais que je vais devoir réinstaller, que je peux réinstaller, et les quelques pourcentages faudrait que je voie avec mon éditeur parce que je ne pourrais pas la réinstaller sur Windows 10 parce qu'elle n'est pas compatible. Ok. Et après, derrière, la fameuse déploiement moderne dont je parlais tout à l'heure, avec Windows Autopilot, qui est là où plutôt que de tout effacer ou ainsi de suite, je reçois mon PC, j'efface ce que je veux enlever comme logiciel qui était préinstallé, je mets ma version à moi avec ma clé Windows, je mets mes applications à moi, je mets mes profils VPN, je mets mes profils Wi-Fi, pour avoir un poste de travail directement livré à l'utilisateur. Et donc cette technique-là, toi tu la recommandes pour les nouveaux achats de matériel, c'est ça? Ou comment? Alors, c'est la méthode recommandée, c'est la méthode du futur. D'accord. Aujourd'hui, ça demande un peu plus d'anticipation et de travail parce que ça demande de la préparation et de changer un peu ses habitudes. Ok. Donc après, on peut très bien la faire cohabiter toutes les méthodes de déploiement en fait. Là-dessus, on n'a On pas de peut souci. faire un mélange. Voilà, parce que j'ai des gens qui sont nomades chez moi, qui viennent quasiment jamais sur mon site, donc eux, je vais les traiter en autopilote Ouais. parce qu'ils vont recevoir leur PC directement. D'accord. Pour tous mes PC existants qui sont déjà sur place, je vais faire de la mise au jour sur place. Et puis pour mes PC qui sont sur site, je veux continuer à faire du master comme je faisais d'habitude. Je peux continuer. Et alors, question un petit peu bête, mais est-ce que tu peux faire de l'autopilote sur des postes qui sont pas neufs? Oui, ça demande un peu de travail parce qu'en fait, Autopilot se base sur un ID de poste qui est généré. Donc ça veut dire qu'il faut que sur ces postes qui sont déjà installés en Windows, il faut que je récupère l'ID. D'accord, donc il faut L'avantage déjà de avoir l'autopilote, un annuaire. c'est quoi, ça, de- voilà. C'est que quand je vais commander maintenant des PC chez un fabricant agréé par Microsoft, Ouais. il va pouvoir me fournir en même temps que ma facture la liste de tous les ID des PC qui sont D'accord, livrés. donc j'aurai déjà ma liste. Voilà, Tout à fait, ok, j'aurais plus qu'à charger dans l'outil. super. Donc ça c'est un peu la même chose, les options de déploiement. Donc on a deux options, hein, c'est où on met à jour, où on remplace tout, où on réinstalle tout. C'est au choix. Pour l'avoir testé dans pas mal d'endroits, la partie mise à jour de l'OS, chose qui existe quand même déjà depuis quelques années chez Microsoft, Ouais. qu'on faisait très peu, marche très très bien avec Windows 10 et on a D'accord. eu beaucoup de retours de clients qui ont fait des mises à jour directement sans tout effacer et réinstaller. D'accord, ok. Et donc pour le poste qui est neuf, livré, là effectivement, où on va faire de l'autopilote, où on va faire du master traditionnel. Ok. Donc un petit peu de technique quand même. Donc effectivement, les options, au niveau des options pour le déploiement, sur les PC existants, c'est où on s'appuie sur une infrastructure System Center Configuration Manager qui sera en place chez vous, à condition d'avoir mis à jour son System Center Configuration Manager pour qu'il soit compatible avec Windows 10, ou faire du Windows Autopilot pour déployer. Là par contre, le Autopilot il a vraiment une plus-value sur quand je suis en Windows 10 déjà. Ok. Alors j'ai une question pour toi, je t'interromps, je suis désolée. Quid du passage en mode UEFI? Ça peut être géré aussi. Alors peut-être expliquer ce que en c'est le fait, mode UEFI pour ceux qui ne savent pas. Le mode UEFI, c'est un nouveau mode en fait de ce qu'on appelait le BIOS, en fait, qui est la séquence de démarrage du poste de travail. Alors, je reprends la question. Si on pouvait avoir un tout petit peu plus de précision. Peut-être un peu plus de précision, parce c'est vrai que c'est une question qui est... Aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Il y a le process de, entre guillemets, migration qui existe et je sais faire cohabiter les deux. BIOS classique, BIOS UEFI.
Alors ça, c'est une autre question qu'on a en comparaison. Alors du coup, on va peut-être passer sur une autre question. Et si Monsieur Rob, ou Madame Rob d'ailleurs, je ne sais pas, qui nous a posé la question sur le mode UEFI, pouvait développer un petit peu sa question dans le chat de manière à ce qu'on puisse y répondre de la meilleure des manières. Et on va passer à la question suivante en attendant. C'était que pensez-vous de Windows 10 2016 LTSB? C'est une question très précise. Très précise. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, si on parle un peu jargon Microsoft, on a deux versions de Windows 10 qui cohabitent. On le verra aussi un peu plus tard dans les slides. On a une version que Microsoft appelle SAC pour Semi-Annual Channel et la version LTSB pour Long Time Service Branch. La version LTSB de Windows 10 c'est une version très particulière qui est une version qui ne reçoit pas justement de mise à jour en quotidien, qui va être figée pour de mémoire quasiment 3 ans, donc 30 mois. Donc en fait c'est de la mise à jour régulière mais pas réellement régulière. Alors, en fait cette version-là ne reçoit pas de mise à jour, elle reçoit que des mises à jour de sécurité. C'est une version très particulière qui ne va pas bénéficier de plein de nouveautés et qui a été construite chez Microsoft pour des usages très particuliers liés à des applications métiers ultra critiques qui demandent des circuits de test et de validation. Typiquement, je vais prendre un exemple. Une version LTSB, c'est une version qu'on va retrouver sur les postes des contrôleurs aériens. Parce que les contrôleurs aériens ont une application pour gérer tout ce qui est trafic aérien. Et cette application, le moins de changements, vu les impacts de sécurité, on va se retrouver avec des process de validation de 18 mois. Donc on ne pouvait pas se permettre de faire ça. Donc c'est une version qui est figée dans le temps, mais qui n'est pas du tout recommandée pour des postes administratifs ou autres. D'accord. Ok, donc on va revenir sur la première question qui était liée à l'UEFI. Donc le développement est l'update in place pour moi n'est pas compatible avec la modification vers UEFI. Un formatage serait alors nécessaire dans ce cas-là. Et on a donc Maël qui travaille chez Microsoft sur la partie Windows 10 qui répondait à la question en disant que c'était un bloqueur en mettant à un moment donné, mais qu'il y a un outil gratuit qui a été développé pour permettre de convertir du BIOS vers UEFI. Peut-être tu peux nous en parler? Tout à fait, en fait, effectivement, c'est que tout au début de Windows 10, on était un petit peu bloqué sur cette partie-là, mais maintenant, effectivement, il y a un outil qui nous permet de passer de ce mode BIOS vers UEFI au moment de la mise à jour vers Windows 10. D'accord, donc ça c'est un pris en compte quoi. C'est pris en compte maintenant. Effectivement, ça aurait été il y a 2 ans, on n'avait pas ça, effectivement, c'était problématique. Et donc Maël nous a gentiment mis un petit lien qui mène vers le détail de cet outil qui s'appelle MBR2GPT, je pense, avec un bel accent américain. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien si c'est un sujet qui vous intéresse. Et de notre côté, on va continuer. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Donc au niveau des options de déploiement, toujours les nouveaux postes ou le remplacement de matériel, on va se retrouver effectivement avec plusieurs options à ce niveau-là et ça permet de gérer avec plusieurs méthodes, je dirais, ou avec une option infra sur site ou avec une option cloud type Windows Autopilot, type Windows Intune pour des postes qui seraient dans ce cas-là. Donc les options pour le déploiement toujours, donc on va retrouver. Donc là, c'est encore d'autres options. Là, c'est toujours dans les options de déploiement, mais là, on se concentre sur les outils pour le déploiement. Il y en a beaucoup, oula. Ouais, il y en a. Puis c'est pas une liste exhaustive. Non, on a pris un extrait. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a l'outil dont on parlait à l'instant. BIOS vers UEFI MBR2GPT et je vois aussi que Maël nous a rajouté une petite démo en vidéo sur le chat, donc encore une fois pour ceux que ça intéresse, il y a du détail à cliquer. Donc au niveau du déploiement, pour les outils, on va retrouver deux grandes catégories, les outils payants et les outils gratuits. Donc en payant, aujourd'hui System Center Configuration Manager étant le plus répandu, après on va retrouver des produits presque équivalents chez des concurrents. Donc ça c'est un presque entre guillemets. Parce qu'il n'y a pas tout à fait toutes les mêmes fonctionnalités sur chacun. Je te sens assez fan de SCCM, j'ai l'impression que... Aujourd'hui le produit souffre peut-être encore d'une image qu'il a longtemps portée de usine à gaz. Même si ça fait maintenant de nombreuses années que le produit a été amélioré, ceux qui ont testé le produit il y a de nombreuses années sont toujours figés sur cette image. Et aujourd'hui c'est un produit très très répandu. Si ce n'est le leader sur le marché
pour la gestion des postes de travail et qui ne se concentre pas non plus uniquement sur la partie déploiement, mais sur toute la partie gestion du cycle de vie du poste de travail, d'inventaire, de déploiement de nouvelles applications et ainsi de suite. Donc toi, tu le recommanderais pour un Tout à fait. déploiement? Sachant qu'en plus, pour les adhérents, CIH. il est dans le marché. Ah oui, donc encore plus intéressant pour d'autres aspects pour le coup. Tout à fait. D'accord, à garder en tête. Et après, on va retrouver tout un ensemble d'outils gratuits fournis par Microsoft qui vont permettre de faire du déploiement. Alors par contre, effectivement, à contrario de l'outil payant qui arrive pas prêt à l'emploi, mais presque, là c'est vraiment une boîte à outils avec plein d'outils différents et c'est à moi de faire le travail pour assembler tout ça. Et enfin, le fameux outil de BIOS vers UE. Donc là, oui, pour les outils gratuits, il faut quand même savoir naviguer. Hein, parce Ah, que, là, oui, c'est... c'est pas pour les non-initiés. Hein. Non. Ok. Donc, quand je parlais du cycle de vie, aujourd'hui, Microsoft a aligné les modèles entre Windows 10 et Office 365 Pro+. Office 365 Pro+, étant le pack Office de Office 365. D'accord. Donc ça, c'est pour l'installation des deux en même temps, c'est ça? Tout à fait. Ok. Donc, on a les deux termes dont je parlais tout à l'heure, le semi-annual channel et le long time service branch, avec je vois une petite coquille où c'est indiqué chaque version sera supportée 18 mois. On le verra par la suite, c'est que ça a changé récemment. Ah bah non, c'est la ligne d'après, je dis une bêtise. C'est qu'en fonction des versions de Windows Enterprise, elles seront supportées 30 mois. D'accord, donc on a un petit peu de rab sur la à condition d'être channel. en édition Enterprise de Windows 10 et pas en version professionnelle. Et est-ce qu'on sait, dans le cadre de l'accord CIH, quelle version est prise en compte? Je me retourne... c'est des pourcentages, d'accord, nous dit notre responsable du marché santé. Peut-être qu'il nous mettra un petit peu plus de détails dans le chat et on pourra donner cette information qui m'a l'air assez pertinente. Ok, et donc pour le long term servicing channel, c'est que là on est sur une mise à jour tous les 2 à 3 ans avec un cycle de support de 10 ans. Okay. On verra que le cycle de support de la semi-annual channel est un peu différent et que effectivement le support est plus court et plus décalé. Donc si je prends l'exemple de la du fameux support, c'est que pour Windows 10 en semi-annual channel en version Enterprise, je vais avoir deux cycles de support différents. C'est que pour les versions de mars, puisque maintenant Windows 10 est mis à jour en mars et en septembre. Donc pour le printemps et pour l'automne. On est sur un truc très naturel. Les versions de mars reçoivent un support de 18 mois et les supports de septembre reçoivent un support de 30 mois. D'accord. Mais pour autant, si je suis en semi-annuel, ça va se mettre à jour 2 fois par an. Oui, mais je ne suis pas obligé de les mettre à jour 2 fois par an. D'accord, je ne suis pas obligé. Non. Et qu'est-ce qui ferait que je le fasse 2 fois par an et pas une seule? C'est un vrai choix. Parce qu'il y a une fonctionnalité qui arrive dans cette release là et qui je la veux à tout prix parce que ça a un super impact et que je la mets là. D'accord. Le gros point étant de se dire d'être toujours dans une phase de Windows 10 est supporté. D'accord, pas de souci. Donc, on parlait justement des dates de fin de support. On a déjà des versions de Windows 10 qui ne sont plus supportées. D'accord. C'est le cas des premières versions. Donc, on parlait tout à l'heure donc, ça fait un peu plus de 2 ans que Windows 10 est sorti, puisqu'il est sorti officiellement le 2 août 2016 pour la première version. D'accord. Donc, on voit que les versions Pro, il y en a déjà 2 qui sont plus supportées par Microsoft. Et en version Enterprise, la première arrive au mois d'avril de fin de support. Donc ça, c'est des chiffres qui sont maintenant à peu près connus d'avance. D'accord. Et alors ça, pour ceux que ça intéresse et qui nous suivent régulièrement, je crois qu'on a une newsletter où régulièrement on annonce les fins de support dans chaque newsletter, les prochaines dates. Donc c'est une newsletter qui est mensuelle, qui est vraiment dédiée à l'infrastructure, aux nouveautés dans Azure, et on rappelle à chaque fois les fins de support des produits les plus connus de la suite Microsoft. Si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à vous signaler dans le chat, on peut vous rajouter sur la liste, c'est évidemment complètement gratuit. Et donc là, c'est un petit graphique qui regroupe en fait les durées de support et les livraisons de Windows 10, Office Pro Plus et SCCM. Donc je ne vais pas vous lire tout dans le détail, mais c'était pour vous montrer que c'était assez aligné
puisque les trois sont un peu liés entre le pack Office, Windows 10 et SSM qui va permettre de déployer Windows 10 et de gérer les mises à jour. Ok. Et donc là, je vois cette deuxième partie qui s'annonce, puisque on a fait un webinaire qui s'appelle Anticiper la compatibilité applicative pour moderniser son poste de travail. Et de fait, peut-être que les gens sont en train de se dire, mais ils sont en train de me parler que de passer sur Windows 10. Voilà. Et c'est vrai. Il fallait poser le Il débat. fallait poser un petit peu le contexte. Voilà. Mais maintenant, je pense que tout le monde a envie de savoir. Tu l'as dit tout à l'heure, je peux déployer, mais je ne sais pas si mes applications vont passer ou pas. Comment je peux faire pour le savoir en amont? Donc, on a plusieurs méthodes. On a la méthode empirique de dire bah, je vais tester, Oui, ou mais je vais appeler mes éditeurs, à Ouais. condition qu'ils veuillent bien me répondre. Il y en a certains qui vont vous dire oui, pas de souci, ainsi de suite, et qui savent. Il y en a qui vont vous dire bah, je sais pas, voilà, testez, puis vous me dites. J'ai eu le cas qui m'a dit par contre, si vous avez de la réponse, ça m'intéresse, l'éditeur qui me dit ça. Ah, d'accord. Donc voilà, par contre, Microsoft fournit un outil qui s'installe sur du Windows 7, Windows 10, Windows 8 et qui va vous permettre justement d'analyser votre parc applicatif. Puisque Microsoft a fait un gros travail avec les éditeurs et qui va vous dire comment, en fonction de les informations remontées, si votre application elle est compatible à 100% avec Windows 10, si votre application est compatible Windows 10, mais que si vous faites une mise à jour sur place, elle va disparaître, il faudra la réinstaller derrière. D'accord, c'est qu'elle ne sera pas prise en compte dans le déploiement. C'est qu'en fait, il y a quelques applications qui existent où si je pars d'un Windows 7 et que je fais une upgrade sur place vers Windows 10, le process de migration ne sait pas migrer cette application-là, donc en fait il la désinstalle. Ça met Windows 10 et c'est à moi de leur réinstaller la même version d'application qui fonctionnera sous Windows 10, mais il ne sait pas la migrer d'OS. D'accord. Donc j'en ai quelques-unes. Et le gros intérêt de cet outil-là, c'est qu'il va me faire tout l'assessment de mon parc de poste de travail. Il va analyser toutes mes applications. Chose qui est intéressante aussi, il va me donner le taux d'usage de mes applications. Pour que dans un premier temps, je peux me concentrer sur les applications les plus utilisées. Et puis l'application tout au bas de la liste qui est utilisée un jour par mois par 2 personnes, je peux le mettre moins prioritaire. Donc en gros, il va auditer un peu ton parc de travail, ton parc, alors, et te dire... Il se base sur quelque chose qui avait fait un petit peu de débat au moment de la sortie Windows 10, qui est la fameuse télémétrie Windows 10. J'allais te poser la question, mais vas-y. Voilà. Donc en fait, il va récupérer toute la télémétrie de Windows 10 et de l'équivalent que je vais pouvoir mettre en place sur Windows 7 et Windows 8 en appliquant un patch. Et il va remonter tout ça dans un compte Azure à moi que j'aurai ouvert. Donc en aucun cas, il ne remonte ça de manière générique chez Microsoft. Il remonte ça dans mon compte Azure et qui sont des données... Quand tu dis il remonte ça, on est sur quel type d'informations? Que les informations techniques de nom d'application, numéro de version, éditeur, système d'exploitation, le matériel que j'utilise. En aucun cas, il ne remonte des données utilisateurs. Donc par exemple, moi je travaille sur des fichiers sur mon PC, il est connecté à la télémétrie, voilà. Mais les données ne remontent pas. Non, les fichiers sur lesquels je travaille ou qui sont présents sur mon poste de travail, c'est pas son sujet. Donc il se concentre vraiment sur de la donnée technique. D'accord. Et il ne les remonte que dans mon, entre guillemets, compte Azure à moi, donc de manière tu dois sécurisée. te créer un compte pour utiliser Windows Analytics. Tout à fait. D'accord. Mais c'est gratuit. C'est gratuit. Donc tu crées ton compte Azure gratuitement et ensuite tu as tes données qui sont dans ta partie. J'ai un petit process technique à faire pour mettre tout ça en place. Et j'imagine bien que ce serait trop facile. Et derrière, ça remonte ça de manière sécurisée dans mon compte Azure. Dans ton espace à toi. Dans mon espace à moi et qui va me permettre déjà d'une partie de suivre la partie Upgrade Readiness qui va me dire voilà, ce poste-là, il est possible de mettre à jour. Ce poste-là, il n'est pas possible de mettre à jour parce que le processeur n'est pas compatible, parce qu'il n'y a pas assez d'espace disque, ainsi de suite. Ce genre de choses-là. Chose qui est intéressante, c'est qu'il va du coup aussi me remonter toute la partie applicative en me disant voilà toutes les applications que j'ai trouvées chez vous et voilà toutes les applications où on sait de retour par l'éditeur qui nous dit que on a trouvé l'application A en version 12 chez vous, l'éditeur nous a certifié, on a travaillé avec lui, on sait que l'application A en version 12, elle est compatible Windows 10. Donc sur ces fameuses 100-150 applications dont on parlait tout à l'heure qui sont au cœur des systèmes d'information des établissements de santé, on peut dresser la liste de celles qui vont passer ou qui ne passeront pas. Et si elles ne passent pas, du coup mettre en place le plan d'action qui va bien avec l'éditeur. Avec l'éditeur, ouais, tout à fait. Pour avancer. D'accord, ça c'est super intéressant. Chose qui est intéressante aussi dans Windows Analytics, c'est que du coup après il va vous aider à suivre l'évolution de votre parc tout au long de sa vie et il va vous permettre à un endroit dans l'outil, je lui spécifie quelle
quelle est ma version Windows 10 utilisée. Ouais. Et quand il y a une nouvelle version qui est publiée, je peux changer le cran et dire maintenant j'utilise celle-là. Et il refait le travail en fait. Donc c'est-à-dire que tu peux t'en servir à la fois pour ton déploiement, mais ensuite pour chacune des mises à jour semi-annuelles, tu peux voir si ça va passer ou ça va pas passer. C'est ça. D'accord. Alors on a une question sur le chat qui est: comment la compatibilité est-elle évaluée? Est-elle vraiment évaluée techniquement ou est-ce qu'on est sur du déclaratif de type communauté? Je crois que tu répondais qu'il y a un engagement de la part de l'éditeur. Tout à fait. Microsoft a travaillé avec les éditeurs, donc c'est pas une communauté ou quelqu'un qui a testé ça dans son coin, dans son garage. C'est vraiment un travail de fond qui a été fait. Avec tout le respect qu'on a pour les gens qui testent des choses dans leur garage, bien entendu. C'est une chose qui a été faite en relation avec les éditeurs et qui analyse aussi toute la partie exécution sur votre poste de travail. D'accord. Donc après, on va potentiellement aussi avoir un pourcentage d'applications où ça nous dira attention, warning, parce que l'éditeur s'est pas engagé ou ainsi de suite. Donc c'est à vous de tester ou à vous de voir avec l'application. Mais au moins vous savez, vous avez une photo à l'instant T de savoir ce qui se passe sur mon parc, combien j'ai d'applications, combien sont compatibles et ainsi de suite. Alors on a une autre question, comment est évaluée, par exemple, comment est évaluée une application inconnue de la communauté ou une application développée localement? Alors, comment elle est évaluée? Justement, elle va faire partie de ce pourcentage d'applications où là, il va y avoir un process qui va tester dans les grandes lignes l'application, voir s'il n'y a pas de gros soucis. Et après, par contre, qui va vous la marquer comme disant attention, il faut faire des tests avec l'éditeur ou si c'est vous l'éditeur, ça sera à vous de tester de manière approfondie l'application. Oui, voilà, on a Maël qui confirme ce que tu dis dans le chat en nous disant que Windows Analytics ne peut connaître que les applications publiques. Ça semble logique puisque en réalité, si vous développez en local, l'application qui est chez vous ne peut pas être connue d'autres personnes. Sauf si c'est une application qui a été développée en local et qui a été aussi revendue vers l'extérieur. Exactement. Et que vous avez fait le travail d'éditeur avec Microsoft. Et donc Maël nous confirme aussi qu'on a apparemment un nouvel outil qui va sortir de chez Microsoft pour aider à tester cette compatibilité sur des applications développées en interne et donc qui s'appellera App Health Analyzer, encore une fois avec un très bel accent américain. Donc on attend avec impatience la sortie de cet outil pour compléter Windows Analytics et pouvoir vous aider encore plus à anticiper cette compatibilité applicative. Tout à fait. Et comme là vous le voyez sur l'image, là on a aussi une petite fenêtre qui est assez sympathique, qui est toute la partie Office Add-in, tous ces fameux petits compléments à Word, Excel, PowerPoint qui souvent nous posent problème aussi quand on monte de version de Windows ou on change de version d'Office. Et là on va aussi avoir la vue sur ces add-ins de la même manière que les applications classiques. Alors on a une question qui nous demande quel est le volume de données qui est transféré par Windows Analytics par poste sur le compte Azure et sur quelle durée ou quelle fréquence on a ces données qui sont remontées. Alors, de mémoire, Maël me corrigera si je me trompe, mais la première remontée initiale, on doit être sur quelque chose de l'ordre de 2 mégas. D'accord, par poste. Par poste. Et après, c'est que du différentiel, donc on est sur l'ordre de quelques kilos par poste pour l'activité quotidienne. Et du coup, donc c'est quand on la question sur la durée ou la fréquence, donc c'est tous les jours, il y a une remontée de données. Après, ça peut se régler aussi dans les paramètres. On peut se dire toutes les semaines. C'est toutes les choses qui se paramètrent par GPO. D'accord. Donc je pense qu'on répond pas mal à la question. On peut avancer, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, on les prend au fur et à mesure. Et Maël donc confirme que c'est 2 mégas maximum pour la première analyse du PC. Merci Maël, c'est décidément la voix off de ce webinaire. Donc du coup, comme je le disais tout à l'heure, il est là aussi, donc du coup, comme là on voit un exemple sur ce que l'outil remonte en termes d'applications, et on voit que c'est des applications très techniques. Donc l'intérêt aussi de l'outil, c'est qu'il va vous faire des petits dashboards assez visuels, assez graphiques. Oui, c'est ce que j'allais te dire, Damien, c'est assez joli quand même. C'est assez pratique pour se dire, une fois que j'ai généralisé sur mon parc, il faut que je laisse quand même quelques jours tourner le temps que tous mes PC soient allumés, remontent les informations. Mais du coup, en me connectant dessus, je vois directement savoir à quelle étape je suis et se dire, oulala, attention, j'ai 80% de mes applications qui sont pas compatibles ou j'en ai 80% qui sont compatibles. J'ai l'impression que tu nous as quand même mis des captures d'écran qui m'ont l'air très positives. On est sur un code couleur très vert. Non, honnêtement, là, pareil, je laisserai Maël me corriger si je me trompe. Du retour qu'on a sur des migrations Windows 10, le traumatisme qu'on a connu avec le passage d'XP à 7
où on avait énormément d'applications qui n'étaient plus compatibles, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, je m'avance peut-être un peu, mais 99% des applications qui fonctionnent sous Windows 7 fonctionnent sous Windows 10. D'accord, donc on est quand même sur Voilà. quelque chose qui devrait être un petit Après, peu... tout en étant le pourcent qui reste, quel est le type d'application? Est-ce qu'elle est critique, utilisée par beaucoup de monde ou pas? Voilà, chaque cas est à traiter indépendamment. Tout à fait. Donc avec aussi, j'ai une petite un petit bonus que je peux avoir sur la partie Windows Upgrade Analytics, qui est le suivi de l'état de santé de mes PC et qui va me remonter des informations aussi. Par exemple, à chaque fois que j'ai un PC qui me fait un écran bleu, c'est tracé dans l'event log de Windows, donc il va pouvoir le remonter et m'indiquer dedans combien j'ai eu de PC qui ont fait un écran bleu, quels sont ces PC et quelle était la raison de l'écran bleu, si c'est un problème de driver, si c'est un problème autre. Donc ça, j'imagine que ça fait quand même gagner énormément de temps aux équipes support Oui. des établissements et des organisations en général. Tout à fait. Ok. Par contre, cette petite brique supplémentaire, elle n'est pas gratuite en fait. Il faut être en Windows 10 Enterprise E3 ou E5 pour en bénéficier. Voilà. Alors on nous demande, puisque je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être curieux, où est-ce qu'on peut trouver des infos pour la création du compte Windows 10 Analytics? Je pense que c'est peut-être la suite de ta présentation. Je ne sais plus si j'en parle. En fait, c'est une procédure. En fait, effectivement, il faut aller se connecter en gros sur portal.azure.com, créer un compte Azure ou se connecter sur un compte Azure si on en a déjà un. Et puis derrière, après, il faut taper dans la barre de recherche comment Windows Upgrade Analytics. C'est une des applications qui est disponible sur le portail Azure. Sur le portail Azure directement, et après de suivre le tutoriel directement. C'est pas très technique. La partie la plus technique étant la jonction de votre portail Azure avec vos PC pour remonter les informations. Donc voilà, et donc on nous demande aussi donc comment mettre en place la télémétrie sur un poste. Alors j'imagine que c'est pour essayer sur un seul poste peut-être. Tout à fait. D'accord. En gros, oui, c'est tout à fait possible parce qu'en fait si je prends l'exemple un très résumé, en gros c'est quand je vais créer mon compte dans Azure, il y a un moment où il va me donner une clé pour identifier que c'est bien moi. Okay. Et en fait, c'est des paramètres qui sont activables par GPO ou directement dans la base de registre du PC. Donc il suffit que si je veux tester sur mon poste, une fois que j'ai fait toute la partie Azure, je vais dans la base de registre de mon poste, je mets cette clé-là, je règle la télémétrie sur on et il va envoyer directement. D'accord. Il y a aussi, si vous trouvez sur le net, il y a dans la documentation Microsoft à ce sujet-là, il y a la documentation où Microsoft fournit un script où j'ai juste à éditer le script et je mets ma clé où il me demande de me mettre dans la clé et puis il suffit que je joue le script sur chaque PC que je veux tester pour remonter la télémétrie. Donc si tu veux en tester un, c'est possible, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors en complément, Maëlle nous dit dans le chat, et elle précède évidemment ma phrase, c'est que évidemment Progelis peut vous accompagner si vous avez besoin d'aide pour la mise en place de Windows Analytics. Avec plaisir même, je dirais, mais on va y venir. Donc ça, c'est un peu sur on est un peu sur le futur là avec Desktop Analytics qui va arriver, qui va intégrer beaucoup de choses, aussi bien de déploiement, de autopilote, de choses qui viennent aussi de Windows Analytics. Ça, c'est le futur de Microsoft. Ok. Donc là, on revient un petit peu sur une slide qui reprend. Qui reprend, donc effectivement, où en étape 1 sur un projet de déploiement Windows 10, j'ai toute la partie analyse que je vais avoir fait avec les outils fournis par Microsoft ou avec d'autres, hein, plus le cas de j'ai appelé mes éditeurs et ainsi de suite pour les applications qui n'étaient pas remontées. Toute la partie définition du projet, les choix techniques qui vont être liés avec ça, le design des architectures que je vais devoir mettre en place si je n'ai pas par exemple de configuration manager et que j'utilise configuration manager, toutes les validations de design, et puis toute la partie guide de déploiement et ainsi de suite. Après, je passe à l'étape 2 où je prépare mes environnements. Bien sûr, avant de faire de la production, j'ai un environnement de test, de développement et de pré-production, bien sûr. Donc là, je teste toutes les applications qui nécessitaient des tests supplémentaires. Je fais tout ce qui est mise à jour de mon infrastructure SCCM. Je forme mes équipes, bien sûr, de support qui, elles, vont avoir les utilisateurs. J'identifie les PC qui vont être la cible de mon premier déploiement, ainsi de suite. Ensuite, je migre mon pilote,
je fais le déploiement général et je recommence à la prochaine build identifiée. D'accord. Alors j'ai 2 questions pour toi avant qu'on passe à la suite. Une question qui m'a l'air plutôt facile et une qui peut-être te donnera un peu de fil à retordre. Donc la première, c'est est-ce qu'Azure est obligatoire pour utiliser Windows Analytics? Alors oui, puisque Windows Analytics est un composant d'Azure. Voilà. Ok, donc C'est un composant gratuit d'Azure, mais tu le devineras, c'était la question facile. Et la question un petit peu plus difficile, donc on a une personne qui nous dit que pour des raisons de compatibilité avec des applications, son parc de PC en Windows 7 32 bits entreprise, et donc que le passage en Windows 10 lui semble compliqué. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ce cas d'usage concret, donc d'un parc de PC en Windows 7 32 bits vers un Windows 10? Alors, comme ça, c'est un peu compliqué à répondre. Si je ne me trompe pas, on a une version Windows 10 en 32 bits qui existe aussi, avec la limitation des 4 Go de RAM et ainsi de suite, comme on connaît. Après, il faut voir c'est compliqué de répondre comme ça directement, puisqu'en fait, il faut étudier le pourquoi de l'application, mais qu'aujourd'hui, sauf si c'est une application 16 bits qui justifiait le Windows 7 32 bits, le passage en Windows 10 32 bits, il n'y a pas de raison comme ça que ça ne fonctionne pas. Que ça ne fonctionne pas. D'accord. Après, parce qu'effectivement, le passage de 32 bits à 64 bits, suivant comment a été codée l'application, effectivement, ça peut poser problème, mais c'est comme si je passais d'un Windows 7 32 à un Windows 7 64. D'accord, très bien. Donc ça, c'est peut-être un cas à étudier un peu plus en détail avec nos équipes. Et on va passer à la suite. Alors, on a commencé cette présentation par toutes les raisons pour ne pas aller sur Windows 10. Et tu voulais finir en nous disant un petit peu pourquoi y aller, en fait, au final. D'une, parce que on aurait bientôt plus de matériel compatible Windows 7. Les constructeurs vont arrêter de livrer des drivers. On a des processeurs qui seront plus compatibles. La fin de support Windows 7 la fin de support Windows 7 étant en janvier 2020, c'est quand même demain. Surtout pour des établissements qui peuvent avoir un nombre de postes important, on l'a dit, on ne va pas pousser 4000 postes en une journée, donc il faut anticiper sur cette fin de support pour ne pas se retrouver un peu pied au mur, quoi. Tout à fait, de plus en plus, on a des appareils avec des écrans tactiles. Je ne sais pas si vous avez essayé du tactile sur du Windows 7, alors ça se fait, mais c'est pas ce qu'on fait de plus user-friendly. Windows 10, lui, a une interface quand même qui est nettement plus adaptée au tactile. On a une grosse base de drivers dans Windows 10 qu'on n'avait pas, donc ce qui fait que pour beaucoup de périphériques, quand je les installe, en gros, je les branche, Windows 10 les reconnaît, installe les drivers, je n'ai pas de souci à aller sur le site du constructeur, récupérer les drivers, traiter de version, ainsi de suite. Et puis après, il y a tous les apports de Windows 10 en termes de chiffrement, protection des identités, sécurisation du poste, authentification moderne, enfin tout ce qui est vraiment amené par Windows 10 et qui n'est pas en fait juste de la fonctionnalité basique d'un système d'exploitation. Et que en plus, pour avoir un retour, Windows 10 est quand même encore plus stable que Windows 7 et un peu moins gourmand en matériel. D'accord. Tout est clair. Tout est clair. Alors, s'il y a quelques questions, on peut encore en prendre. En attendant que les questions soient posées, je vais en profiter pour vous présenter notre prochain rendez-vous pour les rendez-vous SI de la santé. Donc, c'est un autre webinar qui aura lieu le 11 décembre et qui sera une présentation et une démonstration du logiciel qui s'appelle PetalMD et qui permet de faire de la gestion de planning médicaux, donc planning de garde et autres. C'est des plannings qui sont faits également avec de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un webinaire qui est intéressant à la fois pour les équipes techniques, mais aussi peut-être pour des équipes plus fonctionnelles, des responsables d'équipes médicales dans vos établissements. Voilà, donc vous aurez les invitations très rapidement et vous pourrez vous inscrire. En tout cas, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à bloquer la date. Sachez aussi que pour ce webinaire, on aura une intervention en direct d'un client qui utilise déjà la solution, qui est le centre hospitalier du Vinatier. Voilà, qui interviendra avec nous. J'allais dire sur le plateau, mais on n'a pas vraiment de plateau, donc on ne va pas en rajouter. Je vois qu'il n'y a pas de questions qui se sont ajoutées. Jérôme nous a mis son adresse mail pour ceux qui voudraient éventuellement profiter d'un Modern Desktop Assessment. Donc je rappelle 3 jours de prestations et de peut-être analyse de la compatibilité de vos applications pour un futur déploiement Windows 10.
Et si nous n'avons pas de questions, nous allons clôturer ce webinaire. Merci beaucoup à tous de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.